Nicolas de Varenne est directeur du Centre de phénoménologie et de philosophie continentale aux archives Husserl de Leuven. Il est spécialiste de phénoménologie, d'esthétique, de l'histoire de la philosophie et de la pensée politique. Et il a notamment publié en langue anglaise la très importante étude sur Husserl intitulée « Husserl and the Promise of Time ». Subjectivity in Transcendental Phenomenology, publié chez Cambridge University Press en 2009. Nicolas va nous parler de Heidegger, les Juifs et la Deuxième Guerre de 30 ans. Je vous cède la parole tout de suite, Nicolas. Merci beaucoup, et aussi merci à Raphaël et à Joseph et à Gérard et à les autres organisateurs de cette conférence pour l'invitation de vous parler. Ce que je veux essayer de faire dans les à peu près 30 minutes qui sont disponibles, c'est de demander une question que je vais essayer de comprendre à travers le cas, on peut dire, de Heidegger. C'est la question, est-ce que c'est possible d'être créatif en philosophie et d'avoir des préjugés intellectuels au même temps? Donc je me demande si une préjugé intellectuelle et aussi des clichés culturels peut avoir une fonction positive, constitutive dans une pensée philosophique. Et cette question, je pense, c'est une question qui est une des plus frappantes quand on commence à lire pas seulement les Schwarze Hefte de Heidegger, mais l'œuvre de Heidegger, où, comme vous le savez tous, on rencontre une sorte de circulation de clichés culturels. Pas seulement contre les Juifs, mais contre les catholiques, contre les bolchevistes, contre les Américains, etc., etc. Et donc, je pense que le problème dans Heidegger est une sorte de cadre paradigmatique pour comprendre cette question, pour le rephraser. Est-ce que c'est possible d'être créatif? Ou qu'est-ce que c'est la relation entre créativité philosophique et préjugés? Et je pense que le problème avec Heidegger, c'est un problème où on a d'une manière une certaine image, une certaine idée fixe de la philosophie, du discours philosophique et du penseur, du philosophe, comme un discours, une pensée qui doit être pure. Ça veut dire pure de tout préjugé et aussi pure de tout cliché culturel. Et bien sûr, ce qui est frappant avec le problème de Heidegger, le problème de le sens et de la fonction de l'antisémitisme et de la présence des Juifs, ou la présence figurale des Juifs dans la pensée de Heidegger, c'est qu'on a une sorte de contradiction, puisque soit on voit toutes ces paroles, ces phrases, ces préjugés, ces clichés contre les préjugés antisémites, soit on les voit comme une source de contamination d'une pensée qui doit être pure, ou soit on essaie de minimaliser cette préjugé et on pense que c'est une sorte de banalité, une sorte de cliché. Et ici, je veux simplement dire qu'il y a un problème qui est très pervasif, très présent, pas seulement dans la pensée, mais aussi dans, on pourrait dire, l'esprit européen du XXe siècle. Et ça, c'est la relation entre préjugés et préjugés antisémitiques et créativité. Pour donner simplement une possible comparaison que je pense pourrait être intéressante, c'est la comparaison avec le poète américain Ezra Pound. Ezra Pound, comme vous le savez, est reconnu comme le plus grand poète de la langue anglaise, qui a écrit les Cantos. Les Cantos, ils ont reçu le prix, le Bollington Prize, en 1954, qui est le plus haut prix qu'on peut avoir comme poète. Et Ezra Pound, comme vous le savez, était une virulente antisémite. Et donc, il y a ce problème que chez Ezra Pound, chez Heidegger, donc dans la philosophie, dans la poésie, il y a ce problème. Pourquoi l'activité créatrice dans la philosophie, dans la poésie, aussi dans les autres arts plastiques, a une relation constitutive à des préjugés, et dans ce cas-là, le préjugé antisémitique. Donc, je vais essayer d'abord d'établir la situation historique pour cette fonction positive dans la pensée de Heidegger de la préjugé et des clichés antisémitiques. Puisque je pense que pour approcher et poser ce problème,
ou ce réseau de problèmes entre créativité et préjugés. Il faut comprendre la situation historique de la pensée de Heidegger, une situation historique qui, bien sûr, n'est pas la nôtre. Et cette situation historique, et je veux proposer ici, est la Première Guerre mondiale. Et pour parler un peu plus exactement, ce que je veux appeler la Deuxième Guerre de 30 ans. Que la situation historique dans laquelle on voit cette confluence, cette convergence, cette dialectique entre créativité philosophique et préjugés et clichés, il faut la comprendre dans sa situation spécifique. Et ça, c'est une situation de ce que je veux appeler la Deuxième Guerre de 30 ans. Puisque une de ces conséquences de la Première Guerre, une guerre qui n'a pas terminé en 1918 pour la majorité des figures dans l'Allemagne, c'est que la séparation ou la distinction entre quelque chose comme un discours philosophique pur ou académique et quelque chose comme idéologie et cliché, que cette séparation s'effondre. Que ça, c'est vraiment une des conséquences de la Première Guerre mondiale. On peut dire que dans la Première Guerre mondiale et après la Première Guerre mondiale, dans les années 20 et dans les années 30, la physionomie du discours philosophique, dans beaucoup d'instances, et je vais essayer de montrer que ça c'est le cas chez Heidegger, et ressemble à une sorte de collage entre idéologie, cliché et concept philosophique, un peu comme les collages dans les peintures de Picasso et de Braque. Donc si je peux m'exprimer en anglais, je dirais que le discours philosophique de Heidegger, c'est une sorte de mixed medium. Donc où il n'y a pas vraiment une distinction forte entre le moment philosophique et le moment qui est quelque chose d'autre. Clichés, préjugés, etc., etc. Et que ça, c'est vraiment une conséquence d'une certaine dynamique de la Première Guerre mondiale, une guerre qui n'a pas terminé en 1918 et qui continue. Et ça, c'est l'idée de penser que la Première, Deuxième Guerre mondiale est quelque chose comme une guerre. Et on voit ça, je pense, dans le caractère de la pensée chez Heidegger. Donc, je veux procéder en 3 temps. Donc, ça, c'est la thèse. La thèse, c'est que je m'intéresse sur la question est-ce qu'un préjugé peut être productif dans une pensée? Et essayer de comprendre cette question dans le cas de Heidegger à travers la situation spécifique que c'est une pensée dans une situation de guerre, avec une sorte de dynamique philosophique. Donc je vais essayer de procéder en 3 temps. Premièrement, je vais établir des caractéristiques dominantes de ce que je vais appeler une sorte de dynamique qui a transformé le paysage philosophique pendant la Première Guerre mondiale et après, dans les années 20 et dans les années 30. Et c'est vraiment une sorte de dynamique. Deuxièmement, je veux montrer très brièvement, à travers 2 ou 3 citations dans les écrits de Heidegger, où Heidegger dit explicitement qu'il conçoit sa pensée comme la répétition du problème philosophique de la Première Guerre mondiale, du Wiederholung, il dit de la Première Guerre mondiale. Donc ça, c'est pour établir que la Première Guerre mondiale et la continuation de la guerre à travers les moyens philosophiques dans la pensée de Heidegger et le cadre historique spécifique pour situer ce problème de cliché et concept, on peut dire. Et troisièmement, très brièvement, je vais essayer de comprendre qui est le juif figural, ou qui pourrait être cette juif figurale, cette présence figurale dans la pensée de Heidegger, donc qui est ciblé, pas seulement comme un cliché, mais comme une position philosophique. Et je vais essayer de montrer que c'est la tradition de Hermann Cohen et de Ernst Cassirer, et c'est vraiment la disputation, le débat en Davos en 1927. Et je vais essayer de proposer que ça, c'est un débat qui n'a pas eu lieu. Et ne pas avoir eu lieu d'un débat, c'est le caractéristique de la confrontation entre des positions philosophiques après la Première Guerre mondiale. Et donc ça, c'est vraiment la manière dans laquelle le cliché et le préjugé a une fonction très spécifique, c'est de ne pas confronter quelque chose avec laquelle on doit se confronter. Et ça, on peut dire, c'est l'histoire invisible du Davos Disputation. Et le Davos Disputation est la répétition d'un débat qui commence déjà dans la Première Guerre mondiale. Et ça, c'est le débat entre Deutschtum et Judentum. Et ici, c'est Hermann Cohen qui va être le premier qui va répondre, et Cassirer va reprendre cette réponse
entre la relation Deutschtum et Judentum contre Heidegger. Donc ça, c'est très brièvement, on pourrait dire, le trajet de la pensée que je vais essayer d'esquisser dans les quelques minutes que j'ai à ma disposition. Donc d'abord, je veux commencer avec des remarques très générales sur ce que je vais appeler une certaine dynamique, une dynamique qui est produite dans la guerre, dans la Première Guerre mondiale, et qui continue après la Première Guerre mondiale. C'est une dynamique qui, on peut dire, structure la possibilité de philosophie, de faire de la philosophie. La première caractéristique de cette dynamique, c'est qu'une chose très frappante de la Première Guerre mondiale, c'est que la Première Guerre mondiale a produit une sorte de mobilisation totale de la philosophie. Ce que l'historien de la philosophie Kurt Flasch a correctement nommé die geistige Mobilmachung. Donc ce n'était pas seulement une guerre où il avait une mobilisation des ressources matérielles, mais peut-être plus important, c'était une mobilisation des ressources spirituelles, et la philosophie était mobilisée dans cette guerre. Et la conséquence de cette mobilisation totale de la philosophie pendant la Première Guerre mondiale, c'est que la philosophie devient elle-même la poursuite de la guerre par des autres moyens. Donc, la parole philosophique est elle-même une poursuite de la guerre. Et par revanche, on peut dire que la guerre devient, pour beaucoup de philosophes, la poursuite de la philosophie par des autres moyens. Donc, il y a une relation très compliquée entre le discours philosophique qui se comprend comme un champ de bataille et que cette champ de bataille philosophique est centré sur la question qu'est-ce que c'est la fonction philosophique de la guerre? Donc, qu'est-ce que c'est le sens métaphysique de la guerre? Le deuxième point en termes de caractéristiques, c'est cette idée que la guerre a un sens métaphysique. Et ça, c'est quelque chose que, bien sûr, pour nous, c'est un peu étrange aujourd'hui, mais c'est quelque chose qu'on remarque chez Bergson, chez Husserl, chez Heidegger, qu'il y a quelque chose de métaphysique, un sens métaphysique dans la guerre. Donc ça veut dire que la guerre n'est pas principalement une guerre au niveau matériel, ce n'est pas une guerre économique, ce n'est pas une guerre politique, c'est une guerre philosophique. On peut dire que la métaphore que Kant a utilisée dans la préface de la critique de la raison pure, que die Metaphysik ist ein Kampfplatz, devient littérale. Que maintenant, le Kampfplatz de la métaphysique est la Première Guerre mondiale. Cette perception que la guerre a un sens métaphysique, et c'est le devoir et le défi des philosophes de comprendre ce sens métaphysique, a une conséquence que les débats philosophiques autour de cette question deviennent structurés autour d'une sorte de manichéisme. Donc c'est vraiment une sorte de polarisation des positions philosophiques. C'est un peu comme si le Fronterlebnis, donc l'expérience du front, des tranchées, est déplacée dans le discours philosophique. Et on voit que c'est vraiment un discours où personne ne peut parler à quelqu'un d'autre. Donc Henri Bergson et Husserl, ils essayent de faire contact avec l'autre à travers leur discours philosophique, mais cet essai de contacter, de rencontrer l'autre est vraiment une impossibilité de contact. Donc c'est une sorte j'aurais dire, une sorte de bifurcation, une impossibilité de parler avec une autre tradition philosophique. Et ça, on voit, ça c'est très frappant que dès le premier mois de la Première Guerre mondiale, tout le discours philosophique qui, avant la Première Guerre mondiale, a bénéficié d'une sorte d'internalisation de la philosophie au niveau des institutions, au niveau du discours, en 2 mois, c'est complètement effondré. Que vraiment, c'est une sorte les philosophes ne peuvent pas parler avec les autres philosophes, mais ils cherchent de confrontation avec les autres, les philosophes français avec les philosophes allemands, etc. etc. La quatrième caractéristique, c'est cette dynamique philosophique où on cherche de comprendre le sens métaphysique de la guerre. Et cet essai de chercher le sens métaphysique de la guerre, c'est dans une dynamique où on ne peut pas parler à des autres, et centré sur la question « qui est l'ennemi ?» Ça, c'est vraiment une des questions fondamentales, spécialement dans la philosophie allemande. Qui est l'ennemi? Et le discours dans les philosophes allemands, qui est le vrai ennemi? Les Anglais, les Russes, les Italiens, mais aussi les ennemis conceptuels, bolchevisme, capitalisme et les Juifs, etc.
Et la dernière caractéristique pour cette dynamique de discours philosophique dans la Première Guerre mondiale, c'est cette impossibilité de comprendre et de veut comprendre l'ennemi à travers un concept. Donc on voit ça très rapidement. Par exemple, je cite le texte de Max Scheler, la caractérisation des Anglais, des Français à travers des clichés et des préjugés, que les Anglais s'intéressent simplement à l'argent, que les Français sont efféminés, ils ne sont pas masculins, et que ça, il y a une sorte de manière dans laquelle l'identité philosophique devient une identité culturelle, et cette identité culturelle devient une caricature. Et ça, c'est quelque chose que, d'une manière, n'est pas tellement étrange pour nous aujourd'hui, puisque notre philosophie académique est divisée entre Analytic Philosophy, Continental Philosophy. Donc une sorte d'identification philosophique à travers un concept culturel, français, anglais, Analytic, Continental, qui elles-mêmes sont des caricatures. Et je pense qu'on voit que c'est vraiment la Première Guerre mondiale qui a formé cette sorte de perception de la philosophie, culture, caricature, une sorte de descente. Donc ça, je veux proposer, c'est une sorte de physionomie du discours philosophique dans le temps de la Première Guerre mondiale. Et c'est quelque chose qui continue après la termination de la Première Guerre mondiale en 1918, puisque en Allemagne, et ça on ressent très fort avec toute la génération des philosophes et des écrivains allemands, Heidegger, Husserl, etc., que la guerre n'est pas terminée en 1918. La guerre n'a pas terminé en 1918 puisque les Allemands ont perdu la guerre au niveau matériel, mais au niveau spirituel, la guerre a gagné. Donc on voit cette idée qu'on continue à travers le discours philosophique à poursuivre le but spirituel d'une guerre qui, d'une manière, est perdue, mais d'une autre manière, n'est pas perdue. Et ça, je veux citer deux textes de Heidegger où il est très explicite sur, on peut dire, cette inscription de sa philosophie, de sa pensée, dans la continuation de la Première Guerre et dans l'espérance, on peut dire, ou l'aspiration de répéter la Première Guerre mondiale en une Deuxième Guerre mondiale. Et on voit ça aussi au niveau philologique. Dans les années 20, dans les années 30, la Première Guerre mondiale, bien sûr, n'était pas la Première Guerre mondiale, c'était la guerre mondiale. Et donc, c'est le temps dans lequel la guerre mondiale devient la Première Guerre mondiale, qui annonce une Deuxième Guerre mondiale pour répéter la Première Guerre mondiale. Comme ça, nous, les Allemands, peut gagner la guerre au niveau spirituel. Et ça vient d'un discours que Heidegger a prononcé à son gymnasium, donc son lycée. En 1934, il était invité à adresser le gymnasium. 1934 aussi, c'est très important puisque tous les étudiants dans le gymnasium sont soit des étudiants qui étaient pendant la Première Guerre enfants ou nés jusqu'après. Donc c'était vraiment la génération de la Première Guerre mondiale. Et là, Heidegger dit que, je vais traduire en français, que die geschichtliche Bedeutung du guerre mondiale, der Weltkrieg, n'est pas une question d'innocence ou de impérialisme ou de pacifisme, mais c'est une question qui porte hors de ces questions. Donc le sens de la question, qu'est-ce que c'est la question qui est posée à nous après la Première Guerre mondiale, est une question qui est ouverte. Et ce n'est pas la question qu'on pense. Donc, ce n'est pas la question d'impérialisme, nationalisme, etc. C'est une question philosophique qu'il faut reprendre. La deuxième citation, c'est Heidegger qui prononce que les Weltkrieg, donc la Grande Guerre, devient pour nous aujourd'hui, donc heute, 1934, devient pour nous aujourd'hui, pour les Allemands, peut devenir simplement pour nous aujourd'hui une réalité historique, donc erst zu einer geschichtlichen Wirklichkeit werden. Donc la guerre peut devenir pour nous aujourd'hui, les Allemands, une réalité historique, simplement ou seulement à travers le futur.
Donc l'idée, c'est que la réalité historique de la Première Guerre mondiale n'est pas le passé, donc ce n'est pas la guerre de 1914-18 qui est la réalité historique de la guerre mondiale. La réalité historique de la guerre mondiale est quelque chose qui doit se répéter pour se réaliser, comme un destin philosophique. Et il parle dans ce cadre-là aussi de unseres Denken, donc notre pensée, et appelé à penser et à comprendre ce sens de la guerre qui n'est pas réalisé dans la Première Guerre mondiale, qui doit se répéter dans la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, c'est en 1934. Donc tout ça, c'est simplement pour dire que je pense que chez Heidegger, on peut vraiment situer sa pensée dans une sorte de dynamique où c'est une sorte de philosophie, pas de la guerre d'une genre qui était produite pendant la Première Guerre mondiale. Donc ce n'est pas une Kriegsphilosophie au sens strictu, puisque ce n'est pas une philosophie de la guerre pendant la Première Guerre mondiale. C'est quelque chose de plus compliqué. C'est une philosophie qui essaye de poursuivre une guerre qui n'a pas terminé au plan philosophique. Et la guerre n'a pas terminé au plan philosophique, puisque la question, qu'est-ce que c'est le sens spirituel, philosophique de la guerre, n'est pas claire. Donc c'est dans ce sens que je pense que le Schwarze Hefte, donc les cahiers noirs, on peut les comprendre intégralement, comme on avait dit en avant, comme une sorte de Trauerspiel, comme une sorte de tragédie où Heidegger essaye de poursuivre la guerre sur tous les fronts. Et ça, c'est une guerre philosophique. Et ça, c'est quelque chose de très frappant que le premier volume qu'on a, donc c'est le premier volume est disparu, donc c'est le deuxième volume qui est maintenant le premier volume de 1934, commence avec des réflexions où Heidegger exprime qu'il est déçu que la réception de son œuvre Sein und Zeit, être néant, qu'il n'est pas content avec la réception de son livre. Il pense que tout le monde n'a pas compris, il n'aime pas compris. Donc c'est vraiment, il commence avec « Je ne suis pas compris comme philosophe, on ne me comprend pas ». Et il a une phrase très frappante où il dit que mon livre, donc je vais le lire en allemand, Das Buch, donc mon livre, hat mir keine großen Feind hervorgebracht. Donc mon livre que j'ai publié n'a pas produit un grand ennemi. Et je cherche des ennemis. Et je pense qu'il y a une sorte de dynamique dans les Schwarze Hefte où il cherche des ennemis. Et ces ennemis, et les ennemis qu'il va chercher pour produire sa pensée, pour définir sa pensée, sont les ennemis typiques de la Première Guerre mondiale. Ça veut dire typique dans le cadre d'une tradition philosophique qui est produite en Allemagne, où on essaie de comprendre qui est l'ennemi, qui est le vrai ennemi, pour comprendre qu'est-ce que c'est le sens philosophique de la guerre. Et c'est dans ce cadre-là que je pense qu'il faut situer l'antisémitisme et les prononcements et la présence, on pourrait dire, figurale du juif. C'est une présence figurale, puisque d'une manière, c'est une sorte de banalité, c'est une cliché. Ça veut dire que la manière dans laquelle Husserl caractérise les juifs, et pas seulement les juifs, mais c'est la même manière caricaturale de caractériser les catholiques, les Américains, etc., que ça reprend et ça répète des caractérisations des juifs, des catholiques qui étaient en circulation dans des discours philosophiques pendant la guerre et bien sûr avant aussi dans les cultures Kampf de fin du XIXe siècle, mais que cette dynamique, la dynamique qui travaille ces clichés philosophiques est une dynamique qui essaie d'établir le front, un front philosophique, et c'est un front philosophique où le débat entre Judentum et Deutschtum, qui était un débat philosophique qui a commencé en 1916 en Allemagne, va être répété. Donc ma thèse, c'est qu'on peut comprendre la manière dans laquelle Heidegger s'engage dans son antisémitisme philosophique d'un point de vue philosophique comme la répétition d'un débat qui a commencé dans le terrain philosophique pendant la Première Guerre mondiale. Donc, et ça, c'est le débat entre Deutschtum et Judentum. Et ici, le caractère très paradoxal, c'est d'essayer de confronter l'ennemi sans vraiment le reconnaître.
Et ça, je pense, c'est vraiment, on peut dire, une structure qu'on voit dans beaucoup de discours dans la Première Guerre mondiale, pas seulement dans la philosophie. J'évoque simplement dans la poésie, il y a toujours ces moments où un soldat confronte l'autre, l'ennemi, et essaye de le confronter, de le rencontrer, et que cette rencontre n'est pas possible. Dans la poésie de Wilfred Owen, Siegfried Sassoon, qu'il y a un soldat anglais qui regarde l'Allemand, et cette regarde est quelque chose où on ne voit rien. On voit simplement l'ennemi comme caricature, etc. Donc c'est vraiment un problème, comment on peut confronter quelque chose sans le vraiment confronter. Et je pense que ça, c'est vraiment la spécificité de la fonction des mots juif, Verjudung, etc. chez Heidegger. C'est vraiment d'essayer de ne pas confronter quelque chose. C'est une sorte de stratégie pour ne pas avoir une confrontation, et cette ne pas avoir une confrontation est la confrontation. Donc ça, c'est on peut dire la caractéristique paradoxale du Fronterlebnis, une confrontation où on ne confronte rien. Donc la question que je veux maintenant aborder, et je vais essayer de conclure, c'est de montrer qu'une façon dans laquelle on peut comprendre le problème ou la fonction du antisémitisme dans la pensée de Heidegger, et Schieser pense dans le Schwarze Heft, c'est la répétition d'une confrontation entre Deutschtum et Judentum, une confrontation qui a commencé pendant la Première Guerre mondiale. Et ici, l'histoire de cette première confrontation commence en 1916, quand un philosophe qui était l'éditeur du Kantstudien, Bruno Bauch, a publié un article où il a accusé que Hermann Cohen, qui était le plus grand représentant de Marburg, le néo-kantianisme à Marburg, que Hermann Cohen, comme juif, donc als Jude, je vais lire ça en allemand, Hermann Cohen als Jude den deutschen Philosophie Kant nicht verstehen könne. Juden sind Gäste in deutschem Haus. Donc ça, c'est en 1916, et il y a un contexte sociologique pour ce problème. En 1916, l'armée allemande a commencé un Judenverzählung, donc ils ont essayé de compter tous les juifs qui étaient dans l'armée, pour savoir si tous les juifs qui étaient dans l'armée étaient vraiment patriotiques. Donc il y a une sorte de niveau de sociologie de la connaissance pour comprendre pourquoi il y a ce débat philosophique. Hermann Cohen a essayé de répondre à cette accusation dans un article Deutschtum und Judentum en 1916, où il a essayé de montrer, d'accuser que la tradition de la pensée juive, dans la manière dans laquelle il a interprété cette pensée, était inscrite dans une tradition qui passait à travers Kant. Il y avait une sorte, on pourrait dire, une sorte d'alliance et convergence entre Judentum et Deutschtum à travers Kant. Et que cette tradition kantienne, néo-kantienne de la pensée de Hermann Cohen était la renaissance, la revitalisation des prophètes juifs. Donc c'est vraiment en 1916 une sorte de position théorique de dire que la réponse à la question « qu'est-ce que c'est d'être allemand ?» et donc qu'est-ce que c'est le sens spirituel de la guerre, c'est une question qu'on peut seulement répondre si on prend au sérieux qu'est-ce que c'est d'être juif au niveau philosophique. Et donc, on peut dire que Judentum et Deutschtum devraient être synonymes de point de vue philosophique. Donc, ça, c'est la réponse de Hermann Cohen en 1916. Et cette réponse et cette constellation d'une sorte d'alliance entre Judentum et Deutschtum va être répétée par Ernst Cassirer en 1927. Donc, juste avant et juste dans le contexte des Davos-disputations, puisqu'en 1927, cette accusation que la tradition néo-kantienne de Cohen et Cassirer sont incapables d'être des philosophes allemands va être répétée par une autre philosophe autrichien qui a prononcé un discours à Munich en 1927, en avril, où il a répété cette accusation que Cassirer, comme juif, ne peut pas comprendre la philosophie allemande. Et donc la question
Deutschtum. Et Cassirer va répondre avec un article très, très magnifique sur l'amitié entre Mendelssohn et Lessing, qu'il va publier en 1927, où il va essayer de montrer que l'amitié entre Mendelssohn et Lessing, donc un philosophe juif, un philosophe allemand, que ces deux philosophes ont une sorte, comme il dit en allemand, eine Verständigung, une Versöhnung, entre des traditions différentes, et que ces Verständigung et Versöhnung devient une unité spirituelle entre la philosophie, la tradition juive et la tradition allemande, qui se complète ou termine avec Kant, et que la vraie idée de l'idéalisme allemand, c'est cette tradition. Donc la vérité de la philosophie allemande, c'est une sorte de relation d'amitié entre Judentum et Deutschtum. Et ça termine avec cette idée que l'idée centrale dans cette tradition philosophique, et ici Cassirer reprend une idée très centrale dans la pensée de Hermann Cohen, c'est ce qu'il appelle un prophétischer Messianismus, donc un messianisme prophétique. Je vais lire deux citates de Cassirer. En allemand, enfin je vais traduire. Die Juden der Weltgeschichte sind die Bringer eines wahrhaften religiösen Idealismus. Die messianistische Zukunft ist der Inbegriff des Monotheismus, die Wurzelkraft der jüdischen Religion. Morgenröte einer sittlichen Neugeburt soll für die Welt anbrechen und wir hegen das Nationalhochgefühl, deutscher Geist, Heil der Welt. Donc, en bref, il dit que les Juifs de l'histoire du monde sont eux qui ont découvert la vraie idéalisme religieuse et que ce messianisme prophétique est une future, et cette future est la vérité du monothéisme. Et après, avec ces renaissances de cette future qui est à venir, et la Première Guerre mondiale est l'occasion pour la renaissance de cette, on pourrait dire, amitié entre la philosophie allemande et la philosophie juive, la philosophie juive, bien sûr, qui va jusqu'aux prophètes des Vieux Testaments, que c'est seulement à travers cette possibilité qui est à venir, donc qui n'existe pas, qu'on peut espoir à Heil der Welt, une sorte de rédemption du monde. Donc je veux proposer que ça c'est le cible, on peut dire, que ça c'est vraiment l'idée de Deutschtum et Judentum, que très explicitement Heidegger essaie d'attaquer et de contredire dans son débat propre, ça veut dire dans son guerre qu'il mène dans ses écritures contre Judentum. Et ici, le problème, c'est qu'on peut dire que ce que Heidegger essaie d'éviter, c'est une confrontation avec cet messianisme prophétique, et la raison pour laquelle c'est tourne autour de l'importance du mot et du terme Verständigung et d'amitié. On peut dire que vraiment ce qu'il y a ici en jeu est deux conceptions différentes, fondamentales de la philosophie. Dans le cas de Cassirer, comme Cassirer explique dans son essai sur Mendelssohn et Lessing, la philosophie a la forme d'une amitié, et une amitié à travers des différences. Donc le juif et l'allemand. Et que cette amitié, donc la philosophie n'est pas quelque chose qu'on fait toute seule, c'est quelque chose qu'on fait au moins à deux. Mais pas à deux qui se ressemblent. Et que le mot opératif, c'est l'idée de Verständigung. Qu'est-ce que c'est d'être un philosophe? C'est d'essayer de comprendre quelque chose qui est autre. Et ça, c'est, on peut dire, constitutif pour la notion de philosophie chez Cassirer. On peut dire que chez Heidegger, on a une autre alternative. C'est que la vraie philosophie n'est pas un procès de Verständigung avec l'autre. Que la vraie philosophie, c'est vraiment, on essaie de comprendre quelque chose, une question, un problème, et cette notion de compréhension n'est pas modelée sur une notion de Verständigung. Donc c'est vraiment une autre, on peut dire, une autre physionomie de la pensée où
un penseur essaie de poursuivre quelque chose toute seule, et c'est seulement à travers cette sorte de solitude qu'il y a vraiment quelque chose comme une pensée philosophique. Et ici, je ne veux pas préjuger quel est le vrai concept philosophique. Je veux simplement indiquer, pour terminer, qu'il y a quelque chose comme un vrai débat dans ce problème. Et ça, ce vrai débat, c'est quelle image on a de la philosophie. Et que ce problème, quelle image on a de la philosophie, est une sorte de problème qui est indirectement travaillé d'une manière, bien sûr, très compliquée, avec cette répétition du problème Judentum und Deutschtum. Et peut-être on pourrait dire qu'aujourd'hui, au début du XXe siècle, on peut se demander aussi qu'est-ce que c'est la relation philosophique entre Deutschtum et Judentum, comme une manière d'aborder la question qu'est-ce que c'est la philosophie. Et c'est dans ce cas-là que je pense qu'il faut revenir à cette idée que peut-être les clichés ont une sorte de fonction, que peut-être il y a quelque chose de positif dans le cliché, dans la manière dans laquelle on peut poser des problèmes philosophiques sans avoir des réponses à ces problèmes qui sont elles-mêmes des clichés. Merci. Merci beaucoup, Nicolas de Varenne. On n'a pas beaucoup de temps, on a une dizaine de minutes, peut-être un tout petit peu plus pour quelques questions. Je vois déjà la salle, alors on a... Oui, ça marche, oui. Très rapidement, parce qu'effectivement tout le monde a envie de poser des questions, mais j'ai trouvé excellente cette intervention. J'ai pas vraiment des questions, mais apporter peut-être de petites choses. Enfin, d'abord, il y avait quand même pas mal aussi d'écho avec la conférence de Jean-Claude Milner hier. Mais ce que je voulais dire d'une part, c'est qu'il est urgent, oui, de réhistoriciser Heidegger. C'est ce que vous faites de manière vraiment limpide. C'est-à-dire, enfin, et donc ça vient en opposition avec quand même un des grands refrains de Heidegger, qui est que c'est pas lui qui parle, mais c'est l'histoire de l'être qui parle à travers lui. Donc il a voulu absolument se déshistoriciser. Enfin, il a essayé. Je parle vraiment simplement là. Mais donc ce que vous dites vient en contradiction avec toute cette tentative de Heidegger de faire penser que c'est l'être qui parle à travers lui, ce qui est de toute façon une illusion forcément, mais bon, enfin, ça me paraissait bien. Et non, ce que je voulais ajouter aussi, c'est, j'ai pensé à Derrida beaucoup quand vous avez parlé de cette philosophie qui est une philosophie de l'amitié qui se fait à deux, et par opposition, et là je cite le Nietzsche de Heidegger qui dit que la pensée de Nietzsche, ce n'est pas, je ne sais plus quelle expression il emploie, mais il dit c'est le monologue d'un penseur. Et donc on pourrait avoir, mais à mon avis c'est quand même plus complexe que ça, des pensées qui sont le monologue d'un penseur ou des pensées de l'amitié qui se font à deux, comme vous dites. Et donc il y aura une opposition là entre Heidegger et Derrida, entre la politique de l'amitié et cette politique de l'ennemi, en gros. Merci. Aux premières questions, donc moi je suis agnostique à cette question, est-ce qu'on peut réduire une philosophie à une histoire ? Et chez Heidegger, c'est très compliqué, puisque d'une manière, oui, je vais essayer de montrer qu'il faut être très spécifique quand on parle de le cadre historique de la pensée de Heidegger. Je vais essayer de montrer que la situation vraiment spécifique, c'est ce problème de Première Guerre mondiale, etc. Mais de l'autre côté, je ne veux pas réduire la pensée à cette histoire, puisque chez Heidegger, l'idée que le problème de l'être, donc si on pense à l'ouverture de Sein und Zeit, l'idée là, c'est qu'une vraie question philosophique n'est pas une question que je pose. C'est une question qui m'est posée. Et donc la question, c'est que dans quelles circonstances historiques des questions philosophiques sont vraiment posées. Ça veut dire qu'on ne peut pas toujours faire de la philosophie. Donc chez Heidegger, il y a cette sensibilité qu'avec la Première Guerre mondiale, il y a une sorte d'occasion d'être ouvert à une vraie question philosophique. D'une manière, c'est de lire Heidegger à travers cette situation historique, mais d'une autre manière, c'est aussi une idée philosophique, que peut-être c'est le cas, que la philosophie n'est pas... on ne pose pas la condition dans laquelle on peut faire de la philosophie. Et donc,
ça, c'est la manière dans laquelle une question philosophique doit être historique, puisque c'est simplement dans des temps historiques spécifiques qu'il y a de la philosophie, mais la philosophie elle-même n'est pas la spécificité de son histoire. Donc on voit que Heidegger, très intelligemment, voit que sa question doit être spécifique à un temps, sans être la question spécifique du temps. Et donc ça, c'est l'anachronisme de la question de l'être. Doit être toujours anachronique. Et peut-être la vraie question philosophique est une question anachronique. On retourne à Socrate. Dans ce sens, tu n'as pas totalement déshistoricisé Heidegger, d'autant plus que tu as réhabilité une certaine dimension du préjugé. Ouais. Et vraiment, avec le dialogue, ça c'est très fascinant ce que vous disiez, puisque ça pourrait être toute une histoire de voir dialogue, amitié comme concept philosophique qui devient revitalisé. Donc, il y a un renouvellement de ces concepts après la Première Guerre mondiale chez Bübner, le principe de dialogue en 1923. Et ça vient vraiment directement avec l'expérience de son amitié avec Gustav Landauer pendant la Première Guerre mondiale. On pourrait faire peut-être une sorte d'histoire de la philosophie au XXe siècle à travers ce problème à qui on parle et combien doit parler pour être philosophe. Monologue, communauté, dialogue. D'autres questions? Il y en a. OK. Ouais. Oui. Donc, je suis très étonnée par votre exposé et je vous remercie pour cet effort de systématisation que vous avez fait. Le seul exemple, un tout petit peu, mais vraiment, je ne veux pas vous fâcher avec la parallèle que je fais, c'est avec 1926 de Gumbrecht qui ne fait aucun effort de systématisation. Donc, je suis seulement très réticente quand vous utilisez le mot philosophie, parce qu'à l'époque, ce n'est pas le mot philosophie qui a été utilisé, c'est plutôt le mot Weltanschauung. Et oui, donc c'est un mot qui vient de la troisième critique de Kant. Donc, je ne sais pas si vous mettez le mot Weltanschauung avec les présupposés. Il y avait aussi aux États-Unis le mouvement de presuppositionalisme autour d'un groupe de penseurs calvinistes, etc. Donc, je ne sais pas si vous avez aussi travaillé sur tout cela. Si j'ai bien compris, donc d'abord, je vais dire deux choses. D'abord, le problème de Weltanschauung est très compliqué, puisque, comme vous savez, le terme de Weltanschauung était très populaire dans la popularisation de la philosophie jusqu'avant la Première Guerre mondiale, à travers le travail de Rudolf Eucken. Et c'est vraiment Rudolf Eucken qui a introduit le terme Weltanschauung dans le milieu culturel. Et pendant la Première Guerre mondiale, Rudolf Eucken était très patriotique, etc. etc. Chez Heidegger, comme vous le savez, il y a une relation très compliquée à ce terme. Il y a une critique philosophique à ce terme et aussi une critique culturelle à ce terme, puisqu'on voit que dans les Schwarze Hefte, il dit que pour moi, volkstümlich n'est pas culturel mais spirituel. Donc il y a la question, l'effort de Heidegger de différencier quelque chose comme le spirituel de Weltanschauung et de culture. Il dit ça aussi expressément avec l'idéalisme allemand. Dans le Schwarze Hefte, il dit l'idéalisme allemand, je ne le comprends pas comme Weltanschauung, je comprends spirituel. Et bien sûr, c'est aussi très compliqué quand il dit nationalsozialismus, je ne le comprends pas comme culturel mais spirituel. Donc il cherche, comme il dit dans le 3e volume de Schwarze Hefte qu'on a déjà publié, qu'il veut le geistige Nationalsozialismus, nicht die kulturelle. Donc il y a toute une attaque contre le Weltanschauung chez Heidegger pour quelque chose qui s'appelle le spirituel. Et bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire? Je veux simplement dire que la réponse à la question qu'est-ce que ça veut dire du spirituel chez Heidegger, c'est aussi la réponse à la question qu'est-ce que ça veut dire d'être philosophe. Et bien sûr, il rejette le terme philosophie et aussi l'institution. Ça devient penseur, poète, etc., etc. Donc il y a aussi toute une complexité de vocabulaire. Mais je voudrais simplement dire qu'il y a un vrai problème philosophique dans ce débat entre Deutschtum et Judentum. Et ce vrai problème, c'est qu'est-ce que c'est la philosophie? Donc ça, c'est la manière dans laquelle je veux dire qu'un préjugé philosophique peut avoir une sorte de fonction. Et ce fonction, c'est de poser cette question. Une question de Babette Babiche et de Cédric, peut-être tout de suite après. On va peut-être prendre les deux questions. Oui. Bon,
je trouve ça très bon, votre exposition, mais je suis un peu frappée qu'à Paris, et avec ce bel contraste entre le Deutschtum et le Judentum, il manque un peu la différence, parce que vous avez dit, je crois, si je ne me pas trompe, la science, l'idée que la science allemande, la science comme science, et c'est la même analogie avec de la philosophie de temps immémoriaux. Donc, Pierre Duhem, à la même époque, a écrit un petit livre, pas bien connu, mais à le moment, oui. Il s'appelle La science allemande. Et son idée était une plaidoyer pour les sciences françaises. Et les sciences françaises, ça veut dire quoi? Et je trouve ça comme David Hume, le couleur bleu qu'on n'a pas. Mais c'est le couleur bleu, c'est le français, c'est l'idée de... On a Deutschtum, Judentum, mais maintenant, nous se trouvons en France. Et avec de la même époque, on a Pierre Duhem avec ses problèmes dans Paris, parce qu'il était parisien, et il a l'idée qu'il être une science française. Autrement, il était une scientiste du Duhem, premier rang. Oui, mais... Nicolas, on peut peut-être prendre une deuxième question et tu... Alors, Cédric Cohen-Scali. Merci beaucoup pour cette conférence qui était vraiment très intéressante. Sur l'article de Cohen, je pense que plus que Kant, c'est Luther que Cohen réclame, et il voit dans la nation et dans l'État, et c'est là ce que je voudrais poser la question, dans le devenir étatique de l'Allemagne, ce rapprochement-là. Et là, je pense qu'un des points d'achoppement entre Heidegger et le néokantisme juif, c'est évidemment la place de l'État, des institutions, et j'aimerais un peu entendre... Oui, donc je vais commencer avec votre question après. Vous avez tout à fait raison que Cohen essaie de réclamer Luther dans cet article. Et pourquoi Luther? Puisque Luther était le grand figure de la cause patriotique pendant la guerre mondiale. Donc, vous avez tout à fait raison. Et aussi qu'on pourrait dire qu'on voit que ce débat entre Judentum et Deutschtum retourne aux racines même de l'identité spirituelle de l'Allemagne. Et c'est vraiment, on pourrait tout reformuler comme un débat autour de Luther. Et donc, vous avez tout à fait raison. J'étais silencieux sur ce problème de Luther parce que je voudrais simplement... Chez Heidegger, il y a un anti-institutionnalisme oui. qui est très très fort. Oui. Et qui va avec son Volkstümlich et tout ça. Et là, les Juifs qui ont reçu la nationalité par le développement des institutions et de l'État le réclament. Et je pense que c'est important aussi dans l'opposition que vous avez décrit. Tout à fait. Et ici, c'est une question très importante qu'une sorte de débat entre que sont les vraies institutions pour notre culture, qui commence avec un débat, qu'est-ce que c'est la vraie institution de la philosophie? Et ça, c'est vraiment, avec Cassirer, on voit qu'avec Cassirer, l'expérience que Cassirer a fait à Hambourg, à the Wartburg Institute, c'était une nouvelle Jérusalem à travers une nouvelle Athens, une nouvelle institution culturelle comme modèle pour la société tout large. Et bien sûr, donc ça c'est le côté qu'on pourrait aussi lire le Rectoratsrede, quelque chose comme ça, comme une critique à cette modèle institution, une critique à cette forme d'institutionnalisation
de la philosophie, qui est aussi une forme de la philosophie qui doit entrer en contact avec des autres disciplines, qui est très important. Donc il n'y a pas le privilège du philosophe. Quelque chose que pour Cassirer, il abandonne le privilège d'une manière du philosophe. Donc vous avez tout à fait raison, c'est le problème de l'institution. Et très brièvement, à la première question, si j'ai bien compris, donc ma thèse n'est pas que tout ce discours qu'il y a une nationalité, qu'il y a une identité nationale à sciences et philosophie commence avec la Première Guerre mondiale, bien sûr pas. Puisque dans le cadre allemand, c'est Fichte. Tout le monde recourt à Fichte. Puisque c'est vraiment Fichte qui dit l'Allemagne est une idée qui doit être produite à travers l'imagination productive, et le philosophe est l'organe de cette imagination. Et donc, la philosophie idéaliste est allemande, comme organe d'imaginer et de réaliser l'Allemagne. Et dans le 19e siècle, on voit qu'il y a une sorte de nationalisation des sciences humaines, etc. Je veux simplement dire qu'au même temps, au 19e siècle, il y a une sorte d'internationalisation des sciences. Le premier congrès philosophique du monde en philosophie, 1900, en mathématiques, 1900. Et avec la Première Guerre mondiale, tout ça s'effondre. Il y a vraiment une sorte de dynamique qui commence à radicaliser l'identification nationale, culturelle de la philosophie. Et ça, ce qui m'intéresse, c'est cette dynamique qui devient irréconciliable. Donc, il n'y a pas de possibilité de réconciliation. Et pour terminer, le seul philosophe dans le cadre allemand qui a vu ça et qui a fait une critique soi-même, c'est Husserl. Puisque Husserl, quand il écrit « Krise der europäischen Wissenschaft », c'est une critique contre lui-même, puisque pendant la guerre, avec son discours sur Fichte, c'était Deutsche Wissenschaft. Donc c'est vraiment dans les années 30, contre Heidegger, il y a la science européenne, qui est l'idée vraie de l'Europe, contre l'idée que la vraie science, la vraie philosophie est allemande. Et la vraie image de l'Europe, c'est l'Allemagne, puisque ça c'est aussi pour cette tradition. L'Europe va être sauvée par l'Allemagne, par l'Allemagne. Donc ça c'est une complexité que je pense Derrida a essayé de comprendre très nettement, que la nation de la philosophie est une philosophie de nation. Donc le discours nationaliste de la philosophie est la philosophie d'une nation. Et ça c'est un phénomène du 19e siècle. Merci beaucoup Nicolas de Varenne. Merci.